Déjà notre paix hargneuse faisait dans la guerre même ses semences. On pouvait deviner ce qu'elle serait, cette hystérique, rien qu'à la voir s'agiter déjà dans la taverne de l'Olympia. En bas, dans la longue cave dancing, louchante au sang glace, elle trépignait dans la poussière et le grand désespoir en musique négro-judéo-saxonne, britannique et noire mêlée. Levantin et russe, on en trouvait partout, fumant, braillant, mélancolique et militaire, tout du long des sofas cramoisis. Ces uniformes dont on commence à ne plus se souvenir qu'avec bien de la peine furent les semences de l'aujourd'hui. Cette chose qui pousse encore et qui ne sera tout à fait devenue fumier qu'un peu plus tard à la longue. Bien entraînés au désir par quelques heures à l'Olympia chaque semaine, nous allions en groupe faire une visite ensuite à notre lingère gantière libraire, Madame Hérotte, dans l'impasse des Bérézinas, derrière les Folies Bergères, à présent disparues, où les petits chiens venaient avec leurs petites filles, en laisse, faire leurs besoins. Nous y venions, nous, chercher notre bonheur à tâtons que le monde entier menaçait avec rage. On en était honteux de cette envie-là, mais il fallait bien s'y mettre tout de même. C'est plus difficile de renoncer à l'amour qu'à la vie. On passe son temps à tuer ou à adorer en ce monde, et cela tout ensemble. Je te hais, je t'adore, on se défend, on s'entretient, on repasse sa vie au bipède du siècle suivant avec frénésie à tout prix, comme si c'était formidablement agréable de se continuer, comme si ça allait nous rendre au bout du compte éternel. Envie de s'embrasser malgré tout comme on se gratte. J'allais mieux mentalement, mais ma situation militaire demeurait assez indécise. On me permettait de sortir en ville de temps en temps. Notre lingère s'appelait donc Madame Hérotte. Son front était bas et si borné qu'on en demeurait devant elle, mal à l'aise au début. Mais ses lèvres si bien souriantes par contre, et si charnues qu'on ne savait plus comment s'y prendre ensuite pour lui échapper. À l'abri d'une volubilité formidable, d'un tempérament inoubliable, elle abritait une série d'intentions simples, rapaces, pieusement commerciales. Fortune, elle se mit à faire en quelques mois grâce aux alliés et à son ventre surtout. On l'avait débarrassée de ses ovaires, il faut le dire, opérée de salpingite l'année précédente. Cette castration libératrice fit sa fortune. Il y a de ces blénorragies féminines qui se démontrent providentielles. Une femme qui passe son temps à redouter les grossesses n'est qu'une espèce d'impotente et n'ira jamais bien loin dans la réussite. Les vieux et les jeunes gens aussi y croient, je le croyais, qu'on trouvait moyen de faire facilement l'amour et pour pas cher dans l'arrière-boutique de certaines librairies lingerie. Cela était encore exact il y a quelques 20 ans, mais depuis bien des choses ne se font plus, celles-là surtout parmi les plus agréables. Le puritanisme anglo-saxon nous dessèche chaque mois davantage, il a déjà réduit à peu près à rien la gaudriole impromptue des arrière-boutiques. Tout tourne au mariage et à la correction. Madame Hérotte sut mettre à bon profit les dernières licences qu'on avait encore de baisers debout et pas cher. Un commissaire-priseur désœuvré passa devant son magasin certains dimanches. Il y entra, il y est toujours. Gaga il l'était un peu, il le demeura sans plus. Leur bonheur ne fit aucun bruit. À l'ombre des journaux délirants d'appel au sacrifice ultime et patriotique, la vie, strictement mesurée, farcie de prévoyance, continuait bien plus astucieuse même que jamais. Tels sont l'envers et l'endroit comme la lumière et l'ombre de la même médaille. Le commissaire de Madame Hérotte plaçait en Hollande des fonds pour ses amis, les mieux renseignés, et pour Madame Hérotte à son tour, dès qu'ils furent devenus confidents. Les cravates, les soutiens-gorge, les presque-chemises comme elle en vendait, retenaient clients et clientes et surtout les incitaient à revenir souvent. Grand nombre de rencontres étrangères et nationales eurent lieu à l'ombre rosée de ces brise-bises, parmi les phrases incessantes de la patronne dont toute la personne substantielle, bavarde et parfumée jusqu'à l'évanouissement, aurait pu rendre grivois le plus ranci des hépatiques. Dans ces mélanges, loin de perdre l'esprit, elle retrouvait son compte Madame Hérotte, en argent d'abord, parce qu'elle prélevait sa dîme sur les ventes en sentiments, ensuite parce qu'il se faisait beaucoup d'amour autour d'elle, unissant les couples et les désunissant avec une joie au moins égale, à coups de ragots, d'insinuations, de trahisons. Elle imaginait du bonheur et du drame sans désemparer. Elle entretenait la vie des passions. Son commerce n'en marchait que mieux. Proust, mi revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini,
la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis attendant leur ouateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citaires. Mais Madame Hérotte, populaire et substantielle d'origine, tenait solidement à la terre par de rudes appétits, bêtes et précis. Si les gens sont si méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils souffrent. Mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir de celui où ils deviennent un peu meilleurs. La belle réussite matérielle et passionnelle de Madame Hérotte n'avait pas encore eu le temps d'adoucir ses dispositions conquérantes. Elle n'était pas plus haineuse que la plupart des petites commerçantes d'alentour, mais elle se donnait beaucoup de peine à vous démontrer le contraire, alors on se souvient de son cas. Sa boutique n'était pas qu'un lieu de rendez-vous, c'était encore une sorte d'entrée furtive dans un monde de richesse et de luxe où je n'avais jamais malgré tout mon désir jusqu'alors pénétré et d'où je fus d'ailleurs éliminé promptement et péniblement à la suite d'une furtive incursion, la première et la seule. Les gens riches à Paris demeurent ensemble. Leurs quartiers en bloc forment une tranche de gâteau urbain dont la pointe vient toucher au Louvre, cependant que le rebord arrondi s'arrête aux arbres entre le pont d'Auteuil et la porte des Ternes. Voilà, c'est le bon morceau de la ville, tout le reste n'est que peine et fumier. Quand on passe du côté de chez les riches, on ne remarque pas d'abord de grandes différences avec les autres quartiers, si ce n'est que les rues y sont un peu plus propres et c'est tout. Pour aller faire une excursion dans l'intérieur même de ces gens, de ces choses, il faut se fier au hasard ou à l'intimité. Par la boutique de Madame Hérotte, on y pouvait pénétrer un peu avant dans cette réserve à cause des Argentins qui descendaient des quartiers privilégiés pour se fournir chez elle en caleçon et chemise et taquiner aussi son joli choix d'amies ambitieuses, théâtreuses et musiciennes, bien faites, que Madame Hérotte attirait à dessein. À l'une d'elles, moi qui n'avais rien à offrir que ma jeunesse, comme on dit, je me mis cependant à tenir beaucoup trop. La petite musine, on l'appelait dans ce milieu. Au passage des Bérézinas, tout le monde se connaissait de boutique en boutique, comme dans une véritable petite province, depuis des années coincée entre deux rues de Paris. C'est-à-dire qu'on s'y épiait et s'y calomniait humainement jusqu'au délire. Pour ce qui est de la matérielle, avant la guerre, on y discutait entre commerçants une vie picoreuse et désespérément économe. C'était entre autres épreuves miséreuses le chagrin chronique de ces boutiquiers d'être forcés dans leur pénombre de recourir au gaz dès 4 heures du soir venu à cause des étalages. Mais ils se ménageaient ainsi, en retrait. Par contre, une ambiance propice aux propositions délicates. Beaucoup de boutiques étaient malgré tout en train de péricliter à cause de la guerre, tandis que celle de Madame Hérotte, à force de jeunes Argentins, d'officiers à pécule et des conseils de l'ami commissaire, prenait un essor que tout le monde aux environs commentait, on peut l'imaginer, en termes abominables. Notons par exemple qu'à cette même époque, le célèbre pâtissier du numéro 112 perdit soudain ses belles clientes par l'effet de la mobilisation. Les habituelles goûteuses à longues forcés, tant on avait réquisitionné de chevaux d'aller à pied, ne revinrent plus. Elles ne devaient plus jamais revenir. Quant à Sambané, le relieur de musique, il se défendit mal, lui, soudain, contre l'envie qu'il avait toujours possédée de sodomiser quelques soldats. Une telle audace d'un soir malvenu lui fit un tort irréparable auprès de certains patriotes qui l'accusèrent d'emblée d'espionnage. Il dut fermer ses rayons. Par contre, mademoiselle Hermance, au numéro 26, dont la spécialité était jusqu'à ce jour l'article de caoutchouc avouable ou non, se serait très bien débrouillée, grâce aux circonstances, si elle n'avait éprouvé précisément toutes les difficultés du monde à s'approvisionner en préservatifs qu'elle recevait d'Allemagne. Seule Madame Hérotte, en somme, au seuil de la nouvelle époque de la lingerie fine et démocratique, entra facilement dans la prospérité. On s'écrivait nombre de lettres anonymes entre boutiques et des salés. Madame Hérotte préférait, quant à elle, et pour sa distraction, en adresser à de hauts personnages. En ceci même, elle manifestait de la forte ambition qui constituait le fond même de son tempérament. Au président du conseil, par exemple, elle en envoyait, rien que pour l'assurer qu'il était cocu, et au maréchal Pétain en anglais, à l'aide du dictionnaire, pour le faire enrager. La lettre anonyme, douche sur les plumes. Madame Hérotte en recevait chaque jour un petit paquet pour son compte, de ces lettres non signées et qui ne sentaient pas bon, je vous l'assure.
Elle en demeurait pensive, éberluée pendant 10 minutes environ, mais elle se reconstituait tout aussitôt son équilibre, n'importe comment, avec n'importe quoi, mais toujours, et solidement encore, car il n'y avait dans sa vie intérieure aucune place pour le doute, et encore moins pour la vérité. Parmi ses clientes et protégées, nombre de petites artistes lui arrivaient avec plus de dettes que de robes. Toutes, Madame Hérotte, les conseillait, et elle s'en trouvait bien, Musine entre autres qui me semblait à moi la plus mignonne de toutes. Un véritable petit ange musicien, une amour de violoniste, une amour bien dessalée par exemple, elle me le prouva. Implacable dans son désir de réussir sur la terre et pas au ciel, elle se débrouillait au moment où je la connus, dans un petit acte, tout ce qu'il y avait de mignon, très parisien et bien oublié, aux variétés. Elle apparaissait avec son violon dans une manière de prologue impromptu, versifié, mélodieux, un genre adorable et compliqué. Avec ce sentiment que je lui vouais, mon temps devint frénétique et se passait en bondissements de l'hôpital à la sortie de son théâtre. Je n'étais d'ailleurs presque jamais seul à l'attendre. Des militaires terrestres la ravissaient à tour de bras. Des aviateurs aussi et bien plus facilement encore, mais le pompon séducteur revenait sans conteste aux Argentins. Leur commerce de viande froide, à cela, prenait grâce à la pullulation des contingents nouveaux, les proportions d'une force de la nature. La petite Musine en a bien profité de ses jours mercantiles. Elle a bien fait. Les Argentins n'existent plus. Je ne comprenais pas. J'étais cocu avec tout et tout le monde, avec les femmes, l'argent et les idées, cocu et pas content, alors il m'arrive encore de la rencontrer, Musine, par hasard, tous les 2 ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu'on a connus très bien. C'est le délai qu'il nous faut, 2 années, pour nous rendre compte d'un seul coup d'œil, intrompable alors, comme l'instinct, des laideurs dont un visage, même en son temps délicieux, s'est chargé. On demeure comme hésitant un instant devant, et puis on finit par l'accepter, tel qu'il est devenu, le visage avec cette disharmonie croissante, ignoble, de toute la figure. Il le faut bien dire, oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par 2 ans. Accepter le temps, ce tableau de nous. On peut dire alors qu'on s'est reconnu tout à fait, comme un billet étranger qu'on hésite à prendre à première vue, qu'on ne s'était pas trompé de chemin, qu'on avait bien suivi la vraie route sans s'être concerté, l'immanquable route pendant 2 années de plus, la route de la pourriture, et voilà tout. Musine, quand elle me rencontrait ainsi fortuitement, tellement je l'épouvantais avec ma grosse tête, semblait vouloir me fuir absolument, m'éviter, se détourner, n'importe quoi. Je lui sentais mauvais, c'était évident, de tout un passé, mais moi, qui sais son âge, depuis trop d'années, elle a beau faire, elle ne peut absolument plus m'échapper. Elle reste là, l'air gêné devant mon existence, comme devant un monstre. Elle, si délicate, se croit tenue de me poser des questions balourdes, imbéciles, comme en poserait une bonne prise en faute. Les femmes ont des natures de domestiques. Mais elle l'imagine peut-être seulement, cette répulsion, plus qu'elle ne l'éprouve. C'est l'espèce de consolation qui me demeure. Je lui suggère peut-être seulement que je suis immonde. Je suis peut-être un artiste dans ce genre-là. Après tout, pourquoi n'y aurait-il pas autant d'art possible dans la laideur que dans la beauté? C'est un genre à cultiver, voilà tout. J'ai cru longtemps qu'elle était sotte, la petite Musine, mais ce n'était qu'une opinion de vaniteux et conduit. Vous savez, avant la guerre, on était tous encore bien plus ignorants et plus fats qu'aujourd'hui. On ne savait presque rien des choses du monde en général, enfin, des inconscients. Les petits types dans mon genre prenaient encore bien plus facilement qu'aujourd'hui des vessies pour des lanternes. D'être amoureux de Musine si mignonne, je pensais que ça allait me douer de toutes les puissances, et d'abord et surtout du courage qui me manquait, tout ça parce qu'elle était si jolie, et si joliment musicienne, ma petite amie. L'amour, c'est comme l'alcool, plus on est impuissant et saoul, et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits. Madame Hérotte, cousine de nombreux héros décédés, ne sortait plus de son impasse qu'en grand deuil, encore n'allait-elle en ville que rarement, son commissaire ami se montrant assez jaloux. Nous nous réunissions dans la salle à manger de l'arrière-boutique, qui, la prospérité venue, prit bel et bien les allures d'un petit salon. On y venait converser, s'y distraire gentiment, convenablement sous le gaz. Petite Musine au piano nous ravissait de classiques, rien que des classiques, à cause des convenances de ces temps douloureux.
Nous demeurions là des après-midi, coude à coude, le commissaire au milieu, à bercer ensemble nos secrets, nos craintes et nos espoirs. La servante de Madame Hérotte, récemment engagée, tenait beaucoup à savoir quand les uns allaient se décider enfin à se marier avec les autres. Dans sa campagne, on ne concevait pas l'union libre. Tous ces Argentins, ces officiers, ces clients furteurs lui causaient une inquiétude presque animale. Musine se trouvait de plus en plus souvent accaparée par les clients sud-américains. Je finis de cette façon par connaître à fond toutes les cuisines et domestiques de ces messieurs à force d'aller attendre mon aimé à l'office. Les valets de chambre de ces messieurs me prenaient d'ailleurs pour le maquereau, et puis tout le monde finit par me prendre pour un maquereau, y compris Musine elle-même, en même temps je crois que tous les habitués de la boutique de Madame Hérotte. Je n'y pouvais rien. D'ailleurs, il faut bien que cela arrive tôt ou tard, qu'on vous classe. J'obtins de l'autorité militaire une autre convalescence de 2 mois de durée, et on parla même de me réformer. Avec Musine, nous décidâmes d'aller loger ensemble à Billancourt. C'était pour me semer en réalité ce subterfuge, parce qu'elle profita que nous demeurions loin pour rentrer de plus en plus rarement à la maison. Toujours elle trouvait de nouveaux prétextes pour rester dans Paris. Les nuits de Billancourt étaient douces, animées parfois par ces puériles alarmes d'avions et de zeppelins, grâce auxquels les citadins trouvaient moyen d'éprouver des frissons justificatifs. En attendant mon Lamante, j'allais me promener nuit tombée jusqu'au pont de Grenelle, là où l'ombre monte du fleuve jusqu'au tablier du métro, avec ses lampadaires enchapelés, tendu en plein noir, avec sa ferraille énorme aussi, qui va foncer en tonnerre en plein flanc des gros immeubles du quai de Passy. Il existe certains coins comme ça dans les villes, si stupidement laids qu'on y est presque toujours seul. Musine finit par ne plus rentrer à notre espèce de foyer qu'une fois par semaine. Elle accompagnait de plus en plus fréquemment des chanteuses chez les Argentins. Elle aurait pu jouer et gagner sa vie dans les cinémas, où ça aurait été bien plus facile pour moi d'aller la chercher. Mais les Argentins étaient gais et bien payants, tandis que les cinémas étaient tristes et payaient peu. C'est toute la vie ses préférences. Pour comble de mon infortune, survint le théâtre aux armées. Elle se créa instantanément Musine, sans relation militaire au ministère, et de plus en plus fréquemment elle partit à leur distraire, au front, nos petits soldats, et cela durant des semaines entières. Elle y détaillait aux armées la sonate et l'adagio devant les parterres d'état-major, bien placés pour lui voir les jambes. Les soldats parqués en gradin à l'arrière des chefs ne jouissaient, eux, que des échos mélodieux. Elle passait forcément ensuite des nuits très compliquées dans les hôtels de la zone des armées. Un jour, elle m'en revint toute guillerette des armées et munie d'un brevet d'héroïsme, signé par l'un de nos grands généraux, s'il vous plaît. Ce diplôme fut à l'origine de sa définitive réussite. Dans la colonie argentine, elle sut se rendre du coup extrêmement populaire. On la fêta, on en raffola de ma Musine, violoniste de guerre si mignonne, si fraîche et bouclée et puis héroïne par-dessus le marché. Ces Argentins avaient la reconnaissance du ventre, ils vouaient à nos grands chefs une de ces admirations qui n'étaient pas dans une musette, et quand elle leur revint ma Musine, avec son document authentique, sa jolie frimousse, ses petits doigts agiles et glorieux, ils se mirent à l'aimer à qui mieux, aux enchères pour ainsi dire. La poésie héroïque possède sans résistance ceux qui ne vont pas à la guerre, et mieux encore ceux que la guerre est en train d'enrichir énormément, c'est régulier. Ah, l'héroïsme mutin, c'est à défaillir, je vous le dis. Les armateurs de Rio offraient leurs noms et leurs actions à la mignonne qui féminisait si joliment à leur usage la vaillance française et guerrière. Musine avait su se créer, il faut l'avouer, un petit répertoire très coquet d'incidents de guerre et qui, tel un chapeau mutin, lui allait à ravir. Elle m'étonnait souvent moi-même par son tact, et je dus m'avouer, à l'entendre, que je n'étais en fait de Bobard qu'un grossier simulateur à ses côtés. Elle possédait le don de mettre ses trouvailles dans un certain lointain dramatique, où tout devenait et demeurait précieux et pénétrant. Nous demeurions, nous combattants, en fait de faribole, je m'en rendais soudain compte, grossièrement temporaire et précis. Elle travaillait dans l'éternel, ma belle.
Il faut croire Claude Lorrain, les premiers plans d'un tableau sont toujours répugnants, et l'art exige constitue l'intérêt de l'œuvre dans les lointains, dans l'insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et ce l'amour des hommes. La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie, notre indispensable et suprême espérance. Nous attendons auprès d'elle qu'elle nous conserve notre menteuse raison d'être, mais tout en attendant, elle peut dans l'exercice de cette magique fonction gagner très largement sa vie. Musine n'y manquait pas d'instinct. On trouvait ces Argentins du côté des Ternes, et puis surtout limite du bois, en petits hôtels particuliers bien clos, brillants, où par ces temps d'hiver il régnait une chaleur si agréable qu'en y pénétrant de la rue, le cours de vos pensées devenait optimiste soudain malgré vous. Dans mon désespoir tremblotant, j'avais entrepris, pour comble de gaffe, d'aller le plus souvent possible, je l'ai dit, attendre ma compagne à l'office. Je patientais parfois jusqu'au matin. J'avais sommeil, mais la jalousie me tenait quand même bien réveillé, le vin blanc aussi que les domestiques me servaient largement. Les maîtres argentins, eux, je les voyais fort rarement. J'entendais leurs chansons et leur espagnol fracasseur et le piano qui n'arrêtait pas, mais joué le plus souvent par d'autres mains que par celles de Musine. Que faisait-elle donc pendant ce temps-là, cette garce, avec ses mains? Quand nous nous retrouvions au matin devant la porte, elle faisait la grimace en me revoyant. J'étais encore naturel comme un animal en ce temps-là. Je ne voulais pas la lâcher, ma jolie, c'est tout, comme un os. On perd la plus grande partie de sa jeunesse à coups de maladresse. Il était évident qu'elle allait m'abandonner, mon aimé, tout à fait, et bientôt. Je n'avais pas encore appris qu'il existe deux humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m'a fallu, comme à tant d'autres, 20 années et la guerre pour apprendre à me tenir dans ma catégorie, à demander le prix des choses et des êtres avant d'y toucher et surtout avant d'y tenir. Me réchauffant donc à l'office avec mes compagnons domestiques, je ne comprenais pas qu'au-dessus de ma tête dansaient les dieux argentins. Ils auraient pu être allemands, français, chinois, cela n'avait guère d'importance, mais des dieux, des riches, voilà ce qu'il fallait comprendre. Eux en haut avec Musine, moi en dessous avec rien. Musine songeait sérieusement à son avenir, alors elle préférait le faire avec un dieu. Moi aussi, bien sûr, j'y songeais à mon avenir, mais dans une sorte de délire, parce que j'avais tout le temps, en sourdine, la crainte d'être tué dans la guerre et la peur aussi de crever de faim dans la paix. J'étais en sursis de mort et amoureux. Ce n'était pas qu'un cauchemar, pas bien loin de nous, à moins de 100 kilomètres, des millions d'hommes, braves, bien armés, bien instruits, m'attendaient pour me faire mon affaire et des Français aussi qui m'attendaient pour en finir avec ma peau si je ne voulais pas la faire mettre en lambeaux saignants par ceux d'en face. Il existe pour le pauvre en ce monde deux grandes manières de crever, soit par l'indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. S'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt les autres, et rien qu'à ça, on ne les intéresse que saignants, les salauds. Princhard à cet égard avait eu bien raison. Dans l'imminence de l'abattoir, on ne spécule plus beaucoup sur les choses de son avenir, on ne pense guère qu'à aimer pendant les jours qui vous restent, puisque c'est le seul moyen d'oublier son corps un peu, qu'on va vous écorcher bientôt du haut en bas. Comme elle me fuyait, Musine, je me prenais pour un idéaliste, c'est ainsi qu'on appelle ses propres petits instincts habillés en grands mots. Ma permission touchait à son terme, les journaux battaient le rappel de tous les combattants possibles, et bien entendu, avant tout, de ceux qui n'avaient pas de relation. Il était officiel qu'on ne devait plus penser qu'à gagner la guerre. Musine désirait fort aussi, comme Lola, que je retourne au front d'Ardard et que j'y reste, et comme j'avais l'air de tarder à m'y rendre, elle se décida à brusquer les choses, ce qui pourtant n'était pas dans sa manière. Tel soir, où par exception nous rentrions ensemble, à Billancourt, voici que passent les pompiers trompetteurs, et tous les gens de notre maison se précipitent à la cave en l'honneur de je ne sais quel zeppelin. Ces paniques menues pendant lesquelles tout un quartier en pyjama, derrière la bougie, disparaissait en gloussant dans les profondeurs pour échapper à un péril presque entièrement imaginaire, mesuraient l'angoissante futilité de ces êtres, tantôt poules effrayées, tantôt moutons fats et consentants. De semblables et monstrueuses inconsistances sont bien faites pour dégoûter à tout jamais le plus patient, le plus tenace des sociophiles.
Dès le premier coup de clairon d'alerte, Musine oubliait qu'on venait de lui découvrir bien de l'héroïsme au théâtre des armées. Elle insistait pour que je me précipite avec elle, au fond des souterrains, dans le métro, dans les égouts, n'importe où, mais à l'abri et dans les ultimes profondeurs, et surtout tout de suite, à les voir tous dévaler ainsi, gros et petits, les locataires, frivoles ou majestueux, 4 à 4, vers le trou sauveur. Cela finit même à moi par me pourvoir d'indifférence. Lâche ou courageux, cela ne veut pas dire grand-chose. Lapin ici, héros là-bas, c'est le même homme. Il ne pense pas plus ici que là-bas. Tout ce qui n'est pas gagné de l'argent le dépasse décidément infiniment. Tout ce qui est vieux ou mort lui échappe. Même sa propre mort, il la spécule mal et de travers. Il ne comprend que l'argent et le théâtre. Musine pleurnichait devant ma résistance. D'autres locataires nous pressaient de les accompagner. Je finis par me laisser convaincre. Il fut émis quant au choix de la cave, une série de propositions différentes. La cave du boucher finit par emporter la majorité des adhésions. On prétendait qu'elle était située plus profondément que n'importe quelle autre de l'immeuble. Dès le seuil, il vous parvenait des bouffées d'une odeur âcre et de moi bien connue, qui me fut un instant absolument insupportable. « Tu vas descendre là-dedans, Musine, avec la viande pendante au crochet, lui demandai-je. « Pourquoi pas ?» me répondit-elle bien étonnée. « Eh bien moi, dis-je, j'ai des souvenirs, et je préfère remonter là-haut. Tu t'en vas alors. Tu viendras me retrouver dès que ce sera fini. Mais ça peut durer longtemps. J'aime mieux t'attendre là-haut que je dis. Je n'aime pas la viande, et ce sera bientôt terminé. » Pendant l'alerte protégée dans leur réduit, les locataires échangeaient des politesses guillerettes. Certaines dames en peignoir, dernières venues, se pressaient avec élégance et mesure vers cette voûte odorante dont le boucher et la bouchère leur faisaient les honneurs, tout en s'excusant à cause du froid artificiel indispensable à la bonne conservation de la marchandise. Musine disparut avec les autres. Je l'ai attendue, chez nous, en haut, une nuit, tout un jour, un an. Elle n'est jamais revenue me trouver. Je devins pour ma part à partir de cette époque de plus en plus difficile à contenter, et je n'avais plus que 2 idées en tête, sauver ma peau et partir pour l'Amérique. M'échapper à la guerre constituait déjà une œuvre initiale qui me tint tout essoufflé pendant des mois et des mois. Des canons, des hommes, des munitions, qu'ils exigeaient sans jamais en sembler là les patriotes. Il paraît qu'on ne pouvait plus dormir tant que la pauvre Belgique et l'innocente petite Alsace n'auraient pas été arrachées au joug germanique. C'était une obsession qui empêchait, nous affirmait-on, les meilleurs d'entre nous de respirer, de manger, de copuler. Ça n'avait pas l'air tout de même de les empêcher de faire des affaires, les survivants. Le moral était bon à l'arrière, on pouvait le dire. Il fallut réintégrer en vitesse nos régiments, mais moi, dès la première visite, on me trouva trop au-dessous de la moyenne encore, et juste bon pour être dirigé sur un autre hôpital, pour osseux et nerveux celui-là. Un matin, nous sortîmes assises du dépôt, 3 artilleurs et 3 dragons, blessés et malades à la recherche de cet endroit où se réparait la vaillance perdue, les réflexes abolis et les bras cassés. Nous passâmes d'abord, comme tous les blessés de l'époque, pour le contrôle, au Val-de-Grâce, citadelle ventrue, si noble et toute barbue d'arbres, et qui sentait bien fort l'omnibus par ses couloirs, odeur aujourd'hui sans doute à jamais disparue, mixture de pieds, de paille et de lampes à huile. Nous ne fîmes pas long feu au Val. À peine entrevus, nous étions engueulés, comme il faut, par 2 officiers gestionnaires, pelliculaires et surmenés, menacés par ceux-ci du conseil et projetés à nouveau par d'autres administrateurs dans la rue. Ils n'avaient pas de place pour nous, qu'ils disaient, en nous indiquant une estimation vague, un bastion, quelque part, dans les zones autour de la ville. De bistrot en bastion, de mominette en café-crème, nous partîmes donc à 6 au hasard des mauvaises directions, à la recherche de ce nouvel abri qui paraissait spécialisé dans la guérison des incapables héros dans notre genre. Un seul d'entre nous 6 possédait un rudiment de bien qui tenait tout entier, il faut le dire, dans une petite boîte en zinc de biscuits Pernod, marque célèbre alors et dont je n'entends plus parler. Là-dedans, il cachait notre camarade, des cigarettes et une brosse à dents, même qu'on en rigolait tous, de ce soin un peu commun alors qu'il prenait de ses dents et que nous on le traitait à cause de ce raffinement insolite d'homosexuel. Enfin, nous abordâmes, après bien des hésitations, vers le milieu de la nuit, au remblai bouffi de ténèbres de ce bastion de Bicêtre, le 43 qu'il s'intitulait. C'était le bon.
On venait de le mettre à neuf pour recevoir des éclopés et des vieillards, le jardin n'était même pas fini. Quand nous arrivâmes, il n'y avait encore en fait d'habitants que la concierge, dans la partie militaire. Il pleuvait dru. Elle eut peur de nous, la concierge, en nous entendant, mais nous la fîmes rire en lui mettant la main tout de suite au bon endroit. « Je croyais que c'était des Allemands, » fit-elle. « Ils sont loin, » lui répondit-on. « Où c'est que vous êtes malade ?» s'inquiétait-elle. « Partout, mais pas au zizi, » fit un artilleur en réponse. Alors ça, on pouvait dire que c'était du vrai esprit qu'elle appréciait en plus, la concierge. Dans ce même bastion séjournèrent par la suite avec nous des vieillards de l'assistance publique. On avait construit pour eux d'urgence de nouveaux bâtiments garnis de kilomètres de vitrage. On les gardait là-dedans jusqu'à la fin des hostilités comme des insectes. Sur les buttes d'alentour, une éruption de lotissements étriqués se disputait des tas de boue fuyantes mal contenues entre des séries de cabanons précaires. À l'abri de ceci poussent de temps à autre une laitue et 3 radis dont on ne sait jamais pourquoi, des limaces dégoûtées consentent à faire hommage aux propriétaires. Notre hôpital était propre, comme il faut se dépêcher de voir ces choses-là quelques semaines, tout à leur début, car pour l'entretien des choses chez nous, on n'a aucun goût, on est même à cet égard de francs dégueulasses. On s'est couché, je dis donc, au petit bonheur des lits métalliques et à la lumière lunaire. C'étaient si neufs ces locaux que l'électricité n'y venait pas encore. Au réveil, notre nouveau médecin-chef est venu se faire connaître, tout content de nous voir qu'il semblait, toute cordialité dehors. Il avait des raisons de son côté pour être heureux, il venait d'être nommé à 4 galons. Cet homme possédait en plus les plus beaux yeux du monde, veloutés et surnaturels. Il s'en servait beaucoup pour les mois de 4 charmantes infirmières bénévoles qui l'entouraient de prévenance et de mimique, et qui n'en perdaient pas une miette de leur médecin-chef. Dès le premier contact, il se saisit de notre morale, comme il nous en prévint. Sans façon, empoignant familièrement l'épaule de l'un de nous, le secouant paternellement, la voix réconfortante, il nous traça les règles et le plus court chemin pour aller gaillardement et au plus tôt encore nous refaire casser la gueule. D'où qu'ils provinssent, décidément, ils ne pensaient qu'à cela. On aurait dit que ça leur faisait du bien. C'était le nouveau vice. La France, mes amis, vous a fait confiance. C'est une femme, la plus belle des femmes, la France, entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme, la France, victime de la plus lâche, de la plus abominable agression. Elle a le droit d'exiger de ses fils d'être vengés profondément, la France, d'être rétablie dans l'intégrité de son territoire, même au prix du sacrifice le plus haut, la France. Nous ferons tous ici, en ce qui nous concerne, notre devoir. Mes amis, faites le vôtre. Notre science vous appartient, elle est vôtre. Toutes ces ressources sont au service de votre guérison. Aidez-nous à votre tour dans la mesure de votre bonne volonté. Je le sais, elle nous est acquise, votre bonne volonté, et que bientôt vous puissiez tous reprendre votre place, à côté de vos chers camarades des tranchées. Votre place sacrée, pour la défense de notre sol chéri. Vive la France, en avant! Il savait parler aux soldats. Nous étions chacun au pied de notre lit, dans la position du garde à vous, l'écoutant. Derrière lui, une brune du groupe de ces jolies infirmières dominait mal l'émotion qui l'étreignait et que quelques larmes rendirent visible. Les autres infirmières, ses compagnes, s'empressèrent aussitôt. « Chérie, chérie, je vous assure, il reviendra, voyons. » C'était une de ses cousines, la blonde un peu boulotte, qui la consolait le mieux. En passant près de nous, la soutenant dans ses bras, elle me confia la boulotte qu'elle défaillait ainsi la cousine jolie à cause du départ récent d'un fiancé mobilisé dans la marine. Le maître ardent, déconcerté, s'efforçait d'atténuer le bel et tragique émoi propagé par sa brève et vibrante allocution. Il en demeurait tout confus et peiné devant elle, réveil d'une trop douloureuse inquiétude dans un cœur d'élite, évidemment pathétique, tout sensibilité et tendresse. « Si nous avions su, maître, » chuchotait encore la blonde cousine, « nous vous aurions prévenu. Il s'aime si tendrement, si vous saviez. » Le groupe des infirmières et le maître lui-même disparurent parlottant toujours et bruissant à travers le couloir. On ne s'occupait plus de nous. J'essayais de me rappeler et de comprendre le sens de cette allocution qu'il venait de prononcer
L'homme aux yeux splendides, mais loin, moi, de m'attrister, elles me parurent, en y réfléchissant, ces paroles, extraordinairement bien faites pour me dégoûter de mourir. C'était aussi l'avis des autres camarades, mais ils n'y trouvaient pas au surplus, comme moi, une façon de défi et d'insulte. Eux ne cherchaient guère à comprendre ce qui se passait autour de nous dans la vie. Ils discernaient seulement, et encore à peine, que le délire ordinaire du monde s'était accru depuis quelques mois, dans de telles proportions qu'on ne pouvait décidément plus appuyer son existence sur rien de stable. Ici à l'hôpital, tout comme dans la nuit des Flandres, la mort nous tracassait. Seulement ici, elle nous menaçait de plus loin la mort irrévocable, tout comme là-bas, c'est vrai, une fois lancée sur votre tremblante carcasse par les soins de l'administration. Ici, on ne nous engueulait pas, certes, on nous parlait même avec douceur, on nous parlait tout le temps d'autre chose que de la mort, mais notre condamnation figurait toutefois bien nette au coin de chaque papier qu'on nous demandait de signer, dans chaque précaution qu'on prenait à notre égard, médaille, bracelet, la moindre permission, n'importe quel conseil, on se sentait compté, guetté, numéroté, dans la grande réserve des partants de demain. Alors forcément, tout ce monde civil et sanitaire ambiant avait l'air plus léger que nous par comparaison. Les infirmières, ces garces, ne le partageaient pas, elles, notre destin. Elles ne pensaient par contraste qu'à vivre longtemps, et plus longtemps encore, et à aimer, c'était clair, à se promener, et à 1000 et 10 000 fois faire et refaire l'amour. Chacune de ces angéliques tenait à son petit plan dans le périnée, comme les forçats, pour plus tard, le petit plan d'amour, quand nous serions, nous, crevés dans une boue quelconque, et Dieu sait comment. Elles vous auraient alors des soupirs remémoratifs spéciaux de tendresse qui les rendraient plus attrayantes encore. Elles évoqueraient en silence ému les tragiques temps de la guerre, les revenants. « Vous souvenez-vous du petit Bardamu ?» dirait-elle à l'heure crépusculaire en pensant à moi. « Celui qu'on avait tant de mal à empêcher de tousser. Il en avait un mauvais moral, celui-là, le pauvre petit. Qu'a-t-il pu devenir ?» Quelques regrets poétiques placés à propos sied à une femme aussi bien que certains cheveux vaporeux sous les rayons de la lune. À l'abri de chacun de leurs mots et de leurs sollicitudes, il fallait dès maintenant comprendre. Tu vas crever, gentil militaire, tu vas crever, c'est la guerre, chacun sa vie, chacun son rôle, chacun sa mort. Nous avons l'air de partager ta détresse, mais on ne partage la mort de personne. Tout doit être aux âmes et aux corps bien portants, façon de distraction et rien de plus et rien de moins. Et nous sommes, nous, des solides jeunes filles, belles, considérées, saines et bien élevées. Pour nous, tout devient biologie automatique, joyeux spectacle et se convertit en joie. Ainsi l'exige notre santé. Et les vilaines licences du chagrin nous sont impossibles. Il nous faut des excitants à nous, rien que des excitants. Vous serez vite oubliés, petits soldats. Soyez gentils, crevez bien vite. Et que la guerre finisse et qu'on puisse se marier avec un de vos aimables officiers, un brun surtout. Vive la patrie dont parle toujours papa. Comme l'amour doit être bon quand il revient de la guerre, il sera décoré, notre petit mari, il sera distingué, vous pourrez cirer ses jolies bottes le beau jour de notre mariage. Si vous existez encore à ce moment-là, petit soldat, ne serez-vous pas alors heureux de notre bonheur, petit soldat ? Chaque matin, nous le revîmes, et le revîmes encore le médecin-chef, suivi de ses infirmières. C'était un savant, apprîmes-nous. Autour de nos salles réservées venaient trotter les vieillards de l'hospice d'à côté, en bons inutiles et disjoints. Ils s'en allaient crachoter leurs cancans avec leurs caries d'une salle à l'autre, porteurs de petits bouts de ragots et médisances éculées. Ici, cloîtrés dans leur misère officielle, comme au fond d'un enclos baveux, les vieux travailleurs broutaient toute la fiente qui dépose autour des âmes à l'issue des longues années de servitude. Haines impuissantes, rancies dans l'oisiveté pisseuse des salles communes. Ils ne se servaient de leurs ultimes et chevrotantes énergies que pour se nuire encore un petit peu et se détruire dans ce qui leur restait de plaisir et de souffle. Suprême plaisir. Dans leur carcasse racornie, il ne subsistait plus un seul atome qui ne fût strictement méchant.
Dès qu'il fut entendu que nous partagerions, soldats, les commodités relatives du bastion avec ces vieillards, ils se mirent à nous détester à l'unisson, non sans venir toutefois en même temps mendier, sans répit, nos résidus de tabac à la traîne le long des croisées, et les bouts de pain rassis tombés dessous les bancs, leurs faces parcheminées s'écrasaient à l'heure des repas contre les vitres de notre réfectoire. Ils passaient entre les plis chassieux de leur nez des petits regards de vieux rats convoiteux. L'un de ces infirmes paraissait plus astucieux et coquin que les autres. Il venait nous chanter des chansonnettes de son temps pour nous distraire, le père Birouette qu'on l'appelait. Il voulait bien faire tout ce qu'on voulait, pourvu qu'on lui donnât du tabac, tout ce qu'on voulait, sauf passer devant la morgue du bastion, qui d'ailleurs ne chômait guère. L'une des blagues consistait à l'emmener de ce côté-là, soi-disant en promenade. « Tu veux pas entrer ?» qu'on lui demandait quand on était en plein devant la porte. Il se sauvait alors bien râleux, mais si vite et si loin, qu'on ne le revoyait plus de 2 jours au moins, le père Birouette. Il avait entrevu la mort. Notre médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bétombe, avait fait installer pour nous redonner de l'âme tout un appareillage très compliqué d'engins électroniques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu'il prétendait toniques et qu'il fallait accepter sous peine d'expulsion. Il était fort riche, semblait-il, Bétombe. Il fallait l'aide pour acheter tout ce coûteux bazar électrocuteur. Son beau-père, grand politique, ayant puissamment tripoté au cours d'achats gouvernementaux de terrain, lui permettait ses largesses. Il fallait en profiter. Tout s'arrange, crimes et châtiments, tel qu'il était, nous ne le détestions pas. Il examinait notre système nerveux avec un soin extraordinaire et nous interrogeait sur le ton d'une courtoise familiarité. Cette bonhomie soigneusement mise au point divertissait délicieusement les infirmières, toutes distinguées de son service. Elles attendaient chaque matin, ces mignonnes, le moment de se réjouir des manifestations de sa haute gentillesse. C'était du nanan. Nous jouions tous en somme dans une pièce où il avait choisi, lui, Bétombe, le rôle du savant bienfaisant et profondément, aimablement humain. Le tout était de s'entendre. Dans ce nouvel hôpital, je faisais chambre commune avec le sergent Branledor, rengagé. C'était un ancien convive des hôpitaux, lui, Branledor. Il avait traîné son intestin perforé depuis des mois dans 4 différents services. Il avait appris au cours de ses séjours à attirer et puis à retenir la sympathie active des infirmières. Il rendait, urinait et coliquait du sang assez souvent, Branledor. Il avait aussi bien du mal à respirer, mais cela n'aurait pas entièrement suffi à lui concilier les bonnes grâces, toutes spéciales du personnel traitant qui en voyait bien d'autres. Alors, entre 2 étouffements, s'il y avait un médecin ou une infirmière à passer par là, « Victoire! Victoire! Nous aurons la victoire !» criait Branledor, ou le murmurait du bout ou de la totalité de ses poumons selon le cas. Ainsi rendu conforme à l'ardente littérature agressive par un effet d'opportune mise en scène, il jouissait de la plus haute cote morale. Il le possédait, le truc, lui. Comme le théâtre était partout, il fallait jouer et il avait bien raison, Branledor. Rien aussi n'a l'air plus idiot et n'irrite davantage, c'est vrai, qu'un spectateur inerte monté par hasard sur les planches. Quand on est là-dessus, n'est-ce pas, il faut prendre le ton, s'animer, jouer, se décider ou bien disparaître. Les femmes surtout demandaient du spectacle, et elles étaient impitoyables, les garces, pour les amateurs déconcertés. La guerre, sans conteste, porte aux ovaires. Elles en exigeaient des héros, et ceux qui ne l'étaient pas du tout devaient se présenter comme tels ou bien s'apprêter à subir le plus ignominieux des destins. Après 8 jours passés dans ce nouveau service, nous avions compris l'urgence d'avoir à changer de dégaine, et, grâce à Branledor, dans le civil placier en dentelle, ces mêmes hommes apeurés et recherchant l'ombre, possédés par des souvenirs honteux d'abattoirs que nous étions en arrivant, se muèrent en une satanée bande de gaillards, tous résolus à la victoire et, je vous le garantis, armés d'abattages et de formidables propos. Un drôle langage était devenu en effet le nôtre, et si salé que ces dames en rougissaient parfois. Elle ne s'en plaignait jamais cependant parce qu'il est bien entendu qu'un soldat est aussi brave qu'insouciant et grossier plus souvent qu'à son tour, et que plus il est grossier et que plus il est brave.
Au début, tout en copiant branle-bas de notre mieux, nos petites allures patriotiques n'étaient pas encore tout à fait au point, pas très convaincantes. Il fallut une bonne semaine et même 2 de répétitions intensives pour nous placer absolument dans le ton, le bon. Dès que notre médecin, professeur agrégé Bétombe, eut noté, ce savant, la brillante amélioration de nos qualités morales, il résolut, à titre d'encouragement, de nous autoriser quelques visites, à commencer par celles de nos parents. Certains soldats bien doués, à ce que j'avais entendu conter, éprouvaient, quand ils se mêlaient au combat, une sorte de griserie et même une vive volupté. Dès que pour ma part j'essayais d'imaginer une volupté de cet ordre bien spécial, je m'en rendais malade pendant 8 jours au moins. Je me sentais si incapable de tuer quelqu'un qu'il valait décidément mieux que j'y renonce et que j'en finisse tout de suite. Non que l'expérience m'eût manqué. On avait même fait tout pour me donner le goût, mais le don me faisait défaut. Il m'aurait fallu peut-être une plus lente initiation. Je résolus certains jours de faire part au professeur Bétombe des difficultés que j'éprouvais, corps et âme, à être aussi brave que je l'aurais voulu, et que les circonstances, sublimes certes, l'exigeaient. Je redoutais un peu qu'il se prît à me considérer comme un effronté, un bavard impertinent. Mais point du tout, au contraire, le maître se déclara tout à fait heureux que dans cet accès de franchise, je vienne m'ouvrir à lui du trouble d'âme que je ressentais. « Vous allez mieux, Bardamu, mon ami. Vous allez mieux, tout simplement. » Voici ce qu'il concluait. « Cette confidence que vous venez me faire, absolument spontanément, je la considère, Bardamu, comme l'indice très encourageant d'une amélioration notable de votre état mental. » Vaudesquin, d'ailleurs, cet observateur modeste, mais combien sagace, des défaillances morales chez les soldats de l'Empire, avait résumé, dès 1802, des observations de ce genre dans un mémoire à présent classique, bien qu'injustement négligé par nos étudiants actuels, où il notait, dis-je, avec beaucoup de justesse et de précision, des crises dites d'aveu, qui surviennent, signe entre tous excellent. Chez le convalescent moral, notre grand Dupré, près d'un siècle plus tard, sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre où cette crise identique figure sous le titre de crise du rassemblement des souvenirs, crise qui doit, selon le même auteur, précéder de peu, lorsque la cure est bien conduite, la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience, phénomène second en somme, dans le cours du rétablissement psychique. Dupré donne d'autre part, dans sa terminologie si imagée et dont il avait l'apanage, le nom de diarrhée cogitive de libération à cette crise qui s'accompagne chez le sujet d'une sensation d'euphorie très active, d'une reprise très marquée de l'activité de relation, reprise, entre autres, très notable du sommeil, qu'on voit se prolonger soudain pendant des journées entières. Enfin, autre stade, suractivité très marquée des fonctions génitales, à tel point qu'il n'est pas rare d'observer chez les mêmes malades, auparavant frigides, de véritables fringales érotiques. D'où cette formule, le malade n'entre pas dans la guérison, il s'y rue. Tel est le terme magiquement descriptif, n'est-ce pas, de ces triomphes récupératifs par lequel un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier, Philibert Margeton, caractérisait la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un sujet convalescent de la maladie de la peur. Pour ce qui vous concerne, Bardamu, je vous considère donc et dès à présent comme un véritable convalescent. Vous intéressera-t-il, Bardamu, puisque nous en sommes à cette satisfaisante conclusion, de savoir que demain, précisément, je présente à la Société de psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l'esprit humain. Ce mémoire est de qualité, je le crois. Certes, maître, ces questions me passionnent. Eh bien, sachez en résumé, Bardamu, que j'y défends cette thèse, qu'avant la guerre, l'homme restait pour le psychiatre un inconnu clos, et les ressources de son esprit une énigme. C'est bien aussi mon très modeste avis, maître. La guerre, voyez-vous, Bardamu, par les moyens incomparables qu'elle nous donne pour éprouver les systèmes nerveux, agite à la manière d'un formidable révélateur de l'esprit humain. Nous en avons pour des siècles à nous pencher méditatifs sur ces révélations pathologiques récentes, des siècles d'études passionnées. Avouons-le franchement,
Nous ne faisions que soupçonner jusqu'ici les richesses émotives et spirituelles de l'homme, mais à présent, grâce à la guerre, c'est fait. Nous pénétrons par suite d'une effraction, douloureuse certes, mais pour la science, décisive et providentielle, dans leur intimité. Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste moderne ne fit pour moi, Bétombe, plus aucun doute. Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s'imposait. C'était bien mon avis aussi à moi, Bardamu. Je crois en effet, maître, qu'on ferait bien. Ah, vous le pensez aussi, Bardamu, je ne vous le fais pas dire. Chez l'homme, voyez-vous, le bon et le mauvais s'équilibrent. Égoïsme d'une part, altruisme de l'autre. Chez les sujets d'élite, plus d'altruisme que d'égoïsme. Est-ce exact? Est-ce bien cela? C'est exact, maître. C'est cela même. Et chez le sujet d'élite, quelle peut être, je vous le demande, Bardamu, la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l'obliger à se manifester incontestablement cet altruisme? Le patriotisme, maître. Ah, voyez-vous, je ne vous le fais pas dire, vous me comprenez tout à fait bien, Bardamu, le patriotisme et son corollaire, la gloire, tout simplement sa preuve. C'est vrai? Ah, nos petits soldats, remarquez-le, et dès les premières épreuves du feu, ont su se libérer spontanément de tous les sophismes et concepts accessoires, et particulièrement des sophismes de la conservation. Ils sont allés d'instinct et d'emblée se fondre avec notre véritable raison d'être, notre patrie. Pour accéder à cette vérité, non seulement l'intelligence est superflue, Bardamu, mais elle gêne. C'est une vérité du cœur, la patrie, comme toutes les vérités essentielles. Le peuple ne s'y trompe pas, là, précisément, où le mauvais savant s'égare. Cela est beau, maître, trop beau. C'est de l'antique. Il me serra les deux mains presque affectueusement, Bétombe. D'une voix devenue paternelle, il voulut bien ajouter encore à mon profit. C'est ainsi que j'entends traiter mes malades, Bardamu, par l'électricité pour le corps et pour l'esprit, par de vigoureuses doses d'éthique patriotique, par les véritables injections de la morale reconstituante. Je vous comprends, maître. Je comprenais en effet de mieux en mieux. En le quittant, je me rendis sans tarder à la messe avec mes compagnons reconstitués dans la chapelle battant neuf. J'aperçus Branle-d'Or qui manifestait de son haut moral derrière la grande porte, où il donnait justement des leçons d'entrain à la petite fille de la concierge. J'allai de suite l'y rejoindre comme il m'y conviait. L'après-midi, des parents vinrent de Paris pour la première fois depuis que nous étions là, et puis ensuite chaque semaine. J'avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne parce qu'elle croyait au mot « elle » qu'on lui disait pour m'enlever. La chienne, au moins, ne croit que ce qu'elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital, une après-midi, à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des 100 petits chiffons pendants, les chemises des pauvres, à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîtes à ordures. Il y a des usines qu'on évite en promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables, et où l'air d'alentour se refuse à puer davantage. Tout près moisit la petite fête foraine. Entre deux hautes cheminées inégales, ces chevaux de bois dépeints sont trop coûteux pour ceux qui les désirent. Pendant des semaines entières souvent, petits morveux rachitiques attirés, repoussés et retenus à la fois, tous les doigts dans le nez, par leur abandon, la pauvreté et la musique. Tout se passe en effort pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde. On a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l'encre. Le ciel reste ce qu'il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue. Par terre, la boue vous tire sur la fatigue, et les côtés de l'existence sont fermés aussi, bien clos par des hôtels et des usines encore. C'est déjà des cercueils les murs de ce côté-là.
Lola bien partie, Musine aussi, je n'avais plus personne. C'est pour ça que j'avais fini par écrire à ma mère, question de voir quelqu'un. À 20 ans, je n'avais déjà plus que du passé. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, ce qu'on disait autour d'elle de la guerre en ville, que c'était triste la guerre, épouvantable même, mais qu'avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir. Les tuer pour elle, c'était rien que des accidents comme aux courses. Ils n'ont qu'à bien se tenir, on ne tombait pas. En ce qui la concernait, elle n'y découvrait dans la guerre qu'un grand chagrin nouveau qu'elle essayait de ne pas trop remuer. Il lui faisait comme peur ce chagrin. Il était comblé de choses redoutables qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c'était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore en grande partie à ce qu'ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens. Ils avaient dû faire des sottises, sans s'en rendre compte, bien sûr, mais tout de même, ils étaient coupables, et c'était déjà bien gentil qu'on leur donne ainsi en souffrant l'occasion d'expier leurs indignités. C'était une intouchable, ma mère. Cet optimisme résigné et tragique lui servait de foi et formait le fond de sa nature. Nous suivions tous les deux les rues à lotir sous la pluie, les trottoirs par là enfoncent et se dérobent, les petits frênes en bordure gardent longtemps leurs gouttes aux branches, en hiver, tremblantes dans le vent, minces féeries. Le chemin de l'hôpital passait devant de nombreux hôtels récents, certains avaient des noms, d'autres n'avaient même pas pris ce mal, à la semaine qu'ils étaient tout simplement. La guerre les avait vidés brutalement de leur contenu de tâcherons et d'ouvriers, et ils n'y rentreraient même plus pour mourir les locataires. C'est un travail aussi, ça, mourir, mais ils s'en acquitteraient dehors. Ma mère me reconduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Elle croyait à la fatalité autant qu'au beau maître des arts et métiers, dont elle m'avait toujours parlé avec respect, parce qu'elle avait appris étant jeune que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel. Entre les lotissements de cette campagne déchue existaient encore quelques champs et cultures de ci, de là, et même accrochés à ces bribes quelques vieux paysans coincés entre les maisons nouvelles. Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans s'acharner à fouiller avec du fer, cette chose molle et grenue qu'est la terre, où on met à pourrir les morts et d'où vient le pain quand même. Ça doit être bien dur la terre, qu'elle remarquait chaque fois en les regardant, ma mère bien perplexe. Elle ne connaissait en fait de misère que celle qui ressemblait à la sienne, celle des villes. Elle essayait de s'imaginer ce que pouvait être celle de la campagne. C'est la seule curiosité que je lui ai jamais connue à ma mère, et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Elle rentrait avec ça en ville. Je ne recevais plus du tout de nouvelles de Lola, ni de Musine non plus. Elle demeurait décidément les garces du bon côté de la situation, où régnait une consigne souriante, mais implacable d'élimination envers nous autres, nous, les viandes destinées au sacrifice. À 2 reprises ainsi, on m'avait déjà reconduit vers les endroits où se parquent les otages. Question de temps et d'attente seulement. Les jeux étaient faits.